Le point littéraire. Nouvelle saison, c'est tous les lundis. 15h, 15h55. Sur la radio des auditeurs. Le point littéraire, c'est une émission de littérature. Toute la littérature, ici, tous les genres, sous-genres et types d'écriture se rencontrent. Vous aurez droit à plus de découvertes de livres et d'auteurs. Ici, tous les genres littéraires et textes scientifiques se côtoient. Le point littéraire. Nouvelle saison. Prenez le rendez-vous avec Jean-Jacques Foucault. Jean-Jacques Foucault. On ne m'a pas donné de conseils en particulier pour écrire. Par contre, mon père m'a dit que j'en étais capable. Mais t'écris parce que t'as un truc à dire. Tout le monde écrit, mais tout le monde n'est pas écrivain. Pourquoi le devient-on? Comment le devient-on? D'où vient l'inspiration? Écrivain, écrivaine. Le point littéraire. Nous prenons à présent ce livre, Oser pleurer. Le livre est de Guillaume Leblanc. Et c'est Hervé Akam qui décrypte avec nous cet ouvrage. Bon après-midi Hervé Akam. Alors, bon après-midi Jean-Jacques, bon après-midi aux techniciens, bon après-midi aux auditeurs, bon après-midi aussi aux fondateurs de la radio, oui, ainsi que d'autres que j'oublie en passant, qu'ils me pardonnent un peu pour cet oubli. Ce qui est sûr, c'est qu'ils sont à l'écoute en ce moment et attendent de savoir et de connaître le contenu Oser pleurer. Alors, la 4e de couverture du livre, c'est assez intriguant lorsqu'on la lit. Les larmes ne sont pas le seul langage de la perte, du désespoir et du chagrin. Elles sont courageuses, audacieuses, car elles nous indiquent que quelque chose doit être changé, à quoi il faut consentir. En ce sens, elles sont un chemin de liberté bien davantage qu'une voie de résignation. En interrogeant la signification existentielle des larmes, Guillaume Leblanc ouvre un champ inédit des pleurs solitaires, larmes d'Achille ou de Priam, d'Énée ou d'Antigone, de la Sainte Thérèse, du Bernin, du marin d'Odessa, dans la cuirassée, aux larmes solitaires, celles des folles de la place de Mai, ainsi de suite. Alors, finalement, pleurer n'est pas une mauvaise chose en soi. Oui, tout à fait. Mais parce que, vous savez, cette émission a pour but, effectivement, de faire comprendre aux gens un peu certains, c'est-à-dire de reprendre un peu des thèmes. Oui. Et ces thèmes, lorsqu'ils sont repris, on peut voir leur matérialité un peu dans notre espace culturel. Oui. Parce qu'il s'agit de quoi? Il s'agit déjà un peu de suivre la trace des pleurs. Oui. Parce que c'est des traits de civilisation. On peut, à partir des pleurs, dire si c'est une civilisation qui rit, qui a l'habitude de pleurer, si c'est une civilisation, effectivement, qui, à partir des pleurs, peut retrouver le chemin de la liberté, comme on dit. Oui, alors, donc, je crois que c'est ça un peu ce qu'on appelle un peu l'histoire des sensibilités et l'histoire des mentalités aussi. Parce que c'est à partir de ces traces-là que l'on retrouve un peu tout ce qu'on appelle un peu le peuple. Mm-hmm. Quand le peuple souffre des problèmes liés à l'économie. Alors souvent, vous vous rendez compte que vous êtes chez vous et on vous dit qu'on a augmenté, par exemple, les taxes. Alors là, le premier geste que les gens font, c'est souvent de dire « Oh là là !» Mais c'est aussi, même si on ne prend pas ça comme des pleurs, c'est une sorte de lamentation. Oui. Oui, le peuple pleure. Voilà, ça veut dire que le peuple pleure. Ça veut dire qu'il y a, à travers cette lamentation, parce que c'est la douleur qui s'exprime. C'est-à-dire vous perdez quand même, on sent votre pouvoir d'achat, vous perdez un peu ce train de vie, effectivement, il y a une sorte de confiscation des larmes. Oui. Et les larmes, pourquoi elles sont confisquées? Parce qu'on dit souvent que c'est le petit peuple qui pleure. Quand on regarde un peu les présidents de la République, on se dit, oh, c'est des gens qui ne pleurent jamais. Oui. Or, c'est pas vrai. C'est-à-dire quand vous avez, je ne sais pas si vous vous rappelez un peu l'image d'Obama, lorsqu'il était président aux États-Unis, qui est allé pleurer devant des gens qui avaient été des jeunes, dans une école où des jeunes avaient été assassinés par quelqu'un qui détenait des armes. Vous avez eu 4, 5, je crois, morts dans une école.
Alors ça, c'était des larmes de président. Et quand vous voyez des larmes de président, ça émeut un peu les gens, parce que les gens n'ont pas l'habitude de voir un peu un président pleurer. Dans ces moments de faiblesse. C'est des moments de faiblesse, bien entendu, c'est des moments de faiblesse. Et là, quand vous voyez encore, quand Trump et les autres présidents vont à Rome, effectivement, vous avez l'impression que, pas qu'on a l'impression, on sent que c'est des gens, effectivement, qui n'arrivent pas à être consolés un peu par la mort de quelqu'un qu'ils ont côtoyé tout le temps. Parce que le problème, la mort, le problème des pleurs, c'est ça. C'est-à-dire, vous n'êtes, surtout quand un homme, ça c'est ce qu'on appelle un peu les morts, les pleurs aristocratiques, c'est-à-dire, vous trouvez que cette personne est irremplaçable parce qu'elle a représenté pour vous des valeurs. Vous savez que le pape, par exemple, son magistère était basé un peu sur le problème des pauvres, sur d'autres problèmes de société. Alors, donc, ces gens-là, ils sont comme s'ils n'avaient pas... ils ne voulaient pas être... comment dire ça... On ne pouvait pas les consoler. Tout à fait. Parce que c'est un problème de consolation. Hein. C'est difficile de remplacer la personne. C'est difficile de remplacer la personne. De l'impact qu'il a eu finalement dans le monde, à travers ses combats menés. Tout à fait. Oui. Et donc c'est ça, c'est inconsolable. On va pour ça. On pleure parce qu'on sent qu'on ne peut pas le remplacer. Et c'est vrai que notre ministre de l'Intérieur, Moussa Tangadi, a demandé à certaines personnes lors d'une... je crois que c'était dans son style, il disait, mais comment vous allez chez quelqu'un et vous pleurez plus que la personne. Oui, alors, il avait un peu posé ces questions. Alors, c'est un peu ça. Voilà, bon, si le pape, lui, c'était un personnage connu, plusieurs chefs d'État ont eu la chance de côtoyer ces derniers. Si on remonte un peu dans l'histoire, on va se rendre compte que, par exemple, au niveau des attentats de Charlie Hebdo, il y a plusieurs chefs d'État qui étaient quand même allés en France pour des marches, pour pleurer et tout le reste. Mais là, il n'y avait pas une proximité en tant que telle. C'est vrai que c'était un crime et puis sur le plan humain, cela peut bousculer quand même. Oui, tout à fait. Et là, je crois que c'est ça un peu le problème des larmes. Hein, quand vous savez, les larmes ne sont pas seulement une situation individuelle, c'est-à-dire vous pleurez parce que vous avez perdu quelqu'un. Et cette larme-là, c'est-à-dire quand vous pleurez, vous faites aussi pleurer les autres. Tout à fait. Donc il y a une sorte de contagion. Et cette contagion-là, c'est ça qu'on retrouve un peu dans la rue, c'est-à-dire quand des gens vont défiler, parce qu'on a perdu les gens de Charlie, tous les journalistes de Charlie Hebdo, à la suite d'un attentat terroriste. Alors c'est ça, c'est cette contagion des larmes, effectivement, qui provoque un peu une force politique. En réalité, ça devient là une force politique. Alors c'est pour dire aux gens, bon voilà, nous sommes en République, on n'est pas en République totalitaire, où effectivement n'importe qui peut arriver et assassiner les gens. Donc c'est une sorte de force. En réalité, la contagion, c'est pourquoi il ne faut jamais pleurer seul. En réalité, il faut toujours, à travers les larmes, faire en sorte que votre voisin pleure, que l'autre communauté... Que tout le monde se sente concerné en quelque sorte. Que les gens se sentent concernés. Peut-être c'est l'explication qu'on peut donner en Afrique. Généralement, lorsqu'on est en pleurs, on a bien besoin que le voisin, l'ami, le frère puisse également partager la même douleur. Bien entendu, mais le problème des pleurs en Afrique, c'est un peu plus différent quand même. Parce que quand vous regardez un peu chez les Bamileke, là, quand il y a deuil, quand il y a un deuil chez les Bamileke, vous trouvez que la femme, parce que c'est ce qu'on appelle un peu les pleureuses, c'est-à-dire des gens qui ont l'habitude de pleurer. Donc la fonction est de pleurer, parce que les hommes ne pleurent pas dans ces sociétés. Oui, effectivement. Oui, donc là, les larmes ont un sexe, et le sexe, c'est le sexe de la femme. Alors, donc, les femmes pleurent. Pourquoi ? Parce que c'est pour dire à la société, écoutez, parce qu'il y a deux raisons. C'est déjà pour recréer un peu le lien social. Voilà. C'est-à-dire que le lien, tout ça qui est distendu, c'est-à-dire que la famille ne s'entend pas. Mais lors du deuil, effectivement, lorsqu'une femme crie parce qu'elle a perdu quelqu'un dans la famille, et effectivement, elle relie un peu ce lien qui était distendu. Tout à fait. Oui, ça c'est le premier aspect. Le deuxième aspect aussi, c'est que, vous savez, souvent les larmes sont souvent une sorte de dépossession. On vous dépossède de quelqu'un que vous avez longtemps aimé. Donc cet esprit de dépossession, c'est les femmes qui l'ont le plus que les hommes. Parce qu'une femme qui perd un mari, une femme qui perd un fils, un frère, etc. Tout change autour d'elle. Bien entendu. Naturellement, ça a un peu plus d'impact. Effectivement, donc c'est ça qui provoque un peu ces basculements un peu vers les pleurs. Parce que c'est pourquoi on pense toujours que les larmes
c'est pas tout simplement un fait biologique, c'est un fait aussi de civilisation. C'est à partir effectivement de là où on peut comprendre un peu certaines civilisations, pourquoi elles pleurent tant. Par exemple, vous prenez un peu la plupart des gens qui sont morts dans des génocides. Parce que ces génocides souvent sont commémorés. Donc on va en parler, c'est des problèmes de commémoration, parce que c'est des pleurs en réalité, mais transposés sur le plan politique. Oui. Ouais, souvent sur le plan même éthico-religieux, etc. Alors, c'est ça aussi le problème, les larmes. Parce que, par exemple, vous savez, dans la tradition religieuse, avant, pratiquement au XVIIIe siècle, l'Église faisait des dons de larmes. Oui. Ouais, c'est-à-dire des dons de larmes. Oui, des dons de larmes. Ça existait curieusement, mais c'est-à-dire qu'on recueillait un peu les larmes. On peut les recueillir dans un vase, on peut les recueillir sur du papier qu'on allait déposer sur la tombe de celui qui est mort. Et c'était ça un peu dans la tradition un peu chrétienne de l'époque. Alors, la plupart des gens comme les trompes, quand ils vont dans ces lieux-là, c'est pour déposer des larmes. Même si, effectivement, ces larmes sont comme une apparition. C'est-à-dire qu'ils apparaissent puisqu'ils vont une seule fois, ils ne vont pas 1000 fois. Parce que le trompe, il ne va pas revenir 6 fois toujours pour le même personnage. Donc c'est juste la larme là devient comme une apparition pour une disparition. Je crois qu'on se comprend très bien ce thème-là. Quelqu'un a disparu, mais on apparaît une fois. On va pas revenir. On va pas revenir. Parce qu'il y a des cas, effectivement, on peut revenir. Alors, vous avez parlé de commémoration. Est-ce que l'Afrique a suffisamment pleuré ses morts? Prenons le cas du Cameroun, avec l'histoire assez récente, ou alors le rapport récent qui a été remis sur la période, on va dire, du maquis. Vraiment, je vais le dire de façon terre à terre, sur la période du maquis. Les accusations, sinon la part de la France, a été consignée dans un rapport. Est-ce que on ne devrait pas continuer le processus? Il y a eu certes un rapport, mais est-ce que le Cameroun a suffisamment pleuré ses morts? Alors, le problème, si j'en sens que tu poses la problématique un peu du pleurer. Pas du pleureur. Parce que vous avez une différence entre le pleurer et le pleureur. Oui. Alors là, le pleurer, à mon avis, ce qui manque un peu dans ce processus-là, c'est souvent que le pleurer est pratiquement dans l'indifférence générale. Pourquoi dans l'indifférence générale? Parce que, vous savez, dans la tragédie, la tragédie, c'est quoi? C'était quand vous aimez quelqu'un et qu'il meurt dans un contexte comme celui de la guerre civile, la guerre de Maquis, violente, etc. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il aurait fallu pour ces gens-là? C'était un peu de faire un peu le procès, un peu de ces deuils. C'est-à-dire, parce qu'il faut un processus pour ces deuils. Le processus par ce qu'on appelle un peu... il faut l'inchroniser dans le temps. C'est-à-dire, il fallait une période, parce que, vous savez, la larme est attirée par le deuil. Et la larme est aussi attirée par le lieu où on va pleurer. Je ne sais pas si je me fais comprendre aussi. Vraiment préciser, pour que nous puissions bien comprendre. Oui. Alors, c'est ça, c'est-à-dire, quand vous avez un lieu pour prier, regardez un peu ce qui se passe un peu avec Israël. Quand vous allez à Israël, là, il y a un lieu, ce qu'on appelle le mur des lamentations. Tout à fait. Voilà. C'est-à-dire, quand vous y allez, c'est pour pleurer, effectivement, les gens qui sont morts pour Israël, pour l'État d'Israël. Donc, il faut ces lieux-là. C'est-à-dire, quand on parle un peu de ce maquis-là, il aurait fallu, bien entendu, parce qu'il ne s'agit pas tout simplement de dire, voilà, on a des figures historiques qu'il faut honorer, et puis derrière... Déjà, chacun a enterré un peu partout. Chacun a enterré un peu partout. Il n'y a pas de lieu Il n'y a pas un lieu, et voilà, c'est ça. Donc, il faut un mur de lamentation. Comme un mausolée, comme un mausolée, exactement. Comme une sorte d'espace consacré, effectivement aux pleurs. Et alors, c'est ça peut-être un panthéon. Bon, pourquoi pas, disons... Un espace où, effectivement, on va... Mais on peut créer un espace de ce genre dans notre univers, dans notre espace culturel des pleurs. L'Afrique, c'est pas ce qui manque. On peut créer une sorte de bois sacré en disant, voilà, on a un bois sacré comme chez les Bamileke ou ailleurs, ou même je suis allé dans un bois sacré comme ça à l'est, où effectivement qui est consacré aux pleurs. C'est-à-dire des gens quand ils vont là-bas, c'est parce qu'ils ont perdu quelqu'un. Et donc ils vont retrouver quelque chose effectivement qui pour eux est pratiquement irremplaçable. C'est-à-dire la perte soit de leurs ancêtres,
soir de quelqu'un qui est parti et qui n'est jamais revenu, qu'on n'a pas pu remplacer. Oui. Et donc c'est ça le problème qui se pose un peu chez nous aujourd'hui, c'est que la plupart des gens qui sont, ces gens qui ont combattu et qui sont morts de manière assez tragique pour un pays indépendant, malheureusement ils n'ont pas ce lieu où la larme peut être vue. Parce que le problème c'est ça, cette visibilité de la mort. La mort n'est pas, la larme, on ne voit pas la larme, on ne voit pas le pleur. Donc le pleurer là, c'est-à-dire qui aurait pu être entouré effectivement de ces larmes. C'est un nombre de symboles quand même. Oui, bien entendu, c'est très symbolique quand même. Parce que la plupart des gens qui vont souvent dans ces lieux, là, les Israéliens qui vont au mur de lamentation, effectivement, c'est des gens, c'est pas toujours des gens qui ont perdu un parent proche. Oui. C'est parce qu'ils ont le souvenir un peu de ces combats qu'ils ont menés. Oui, pour avoir un état. Oui, les sacrifices consentis par ces derniers qui sont partis. Bien entendu, voilà. Donc tout le monde se sent un peu concerné. Parce que pour revenir un peu sur le Cameroun, on a bien l'impression que c'est une affaire de la famille Oum. Alors que véritablement, il y a plusieurs histoires qui nous concernent tous. Parce que les combats ont profité d'une façon ou d'une autre à plus d'un Camerounais, aux évolutions qu'on a pu constater ou bien qu'on peut constater aujourd'hui, aux grandes transformations que le Cameroun a vu s'opérer au fil des années. Ça a été quand même là, on va dire, le point de départ, le déclencheur au-delà de tout. Oui. En réalité, il y a une vieille tradition un peu des larmes. On ne peut pas dire que les larmes naissent avec... les tragédies. Avec les tragédies. Quand on regarde un peu la Bible, Jérémie, quand il verse un peu des torrents de larmes, qui en font un fleuve après, et effectivement, il sent cette douleur, effectivement, de la perte. C'est ce qu'on appelle dans le jargon, c'est la déploration de la perte. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il faut souvent quand il y a la déploration de la perte? C'est effectivement de faire ces implorations qui sont indispensables. Et dans la Bible, vous l'avez, parce que on est des humains, mais dans la prière, effectivement, on devient, c'est-à-dire, on est dans une sorte d'attente de l'au-delà, que les choses un peu s'améliorent. Parce que, vous savez, l'au-delà, on le pense, les chrétiens le perçoivent en termes de paradis. Alors donc, c'est ça un peu l'imploration. C'est-à-dire, on va implorer, effectivement, en Dieu, pour qu'effectivement, c'est la personne qui est morte, qu'elle puisse être présente dans l'absence. Oui. Dans cette dialectique-là qu'on voit. Donc, nos problèmes ne datent pas d'aujourd'hui, ça date même depuis l'aube des temps. Et le problème, ce qu'il faut souligner, à mon avis, qui, moi, je trouve un peu dangereux, c'est que dans cette histoire de larmes, parce qu'il ne suffit pas tout simplement de venir apposer, de venir pleurer devant une tombe. Le problème, c'est de dresser des sépultures aussi, parce que ça va avec la larme, va avec la sépulture, comme on parle aujourd'hui de lamentation. Mais il faut des larmes qui représentent, qui sont une sorte de substitut, effectivement, à la sépulture. Et les sépultures, vous savez, on dira, par exemple, sur une sépulture, on dira si quelqu'un là parce qu'il est mort du fait d'une guerre, du fait d'un problème lié effectivement à une tragédie qui concerne un peu tout le monde. Alors, est-ce que l'Afrique, de façon globale, n'a pas déjà trop pleuré ou a suffisamment pleuré? De façon globale, on voit bien que les relations entre l'Afrique et l'Occident restent celles notamment de celui qui, d'un côté, est demandeur et ensuite celui qui est donateur. Est-ce que la relation finalement entre l'Afrique et l'Occident, l'Europe, la Chine aujourd'hui ne demeure pas la relation du pleureur? Alors, moi je pense que, après avoir fait des études là-dessus, une réflexion assez profonde, je crois qu'on est toujours un peu dans les pleurs. Pourquoi on est dans les pleurs? Parce que quand on regarde un peu l'histoire, un peu de l'esclavage, il y a des gens qui sont partis et des gens qui ne sont jamais revenus. Parce que le problème, c'est que ces gens puissent revenir. Et ils reviennent comment? Par la larme, les pleurs. Parce que ces pleurs, c'est pour faire du mort un vivant. Or, on constate effectivement dans nos traditions, dans notre manière de pleurer, qu'on est inconsolable du point de vue un peu de la tragédie. Oui. Mais en réalité, dans la vérité, dans la traçabilité un peu des pleurs, on a l'impression que les gens sont pratiquement indifférents à toutes ces tragédies. Parce qu'il n'y a pas des symboles qui marquent un peu
cette étape-là, que ce soit l'étape de la colonisation, que ce soit l'étape de l'esclavage, etc. Donc je crois que l'Afrique, c'est vrai qu'on pleure beaucoup, parce qu'on a l'impression que ces pleurs, effectivement, représentent toujours un peu comme un fantôme, en réalité, c'est-à-dire que les autres sont devenus comme des fantômes, c'est-à-dire des ceux qui sont partis. Et le fantôme, vous savez, il est pratiquement invisible, on ne le voit pas. Oui. Comment peut-on pleurer un fantôme? Alors qu'en réalité, il faut pleurer, effectivement, celui qui est là. Et vous avez, par exemple, je peux prendre un autre exemple, par exemple, une femme qui perd un peu son mari. Hein. Et tout le temps, elle revoit un peu son mari dans des apparitions. On l'a vu à plusieurs reprises, des femmes qui ne se sont plus mariées après, parce qu'évidemment, ils ont l'impression que la personne est irremplaçable, inconsolable. Le mari reste présent malgré la son perte. Décès, oui. Et c'est ce qu'on appelle un peu la perte de la perte. Hein? C'est-à-dire on perd 2 fois la même personne. C'est-à-dire parce qu'elle ne vient pas. Donc c'est la perte de la perte. Et ce qui explique un peu souvent les comportements un peu curieux, un peu qu'on retrouve en Afrique, surtout au XXe siècle, au XXIe siècle, où effectivement la perte, effectivement, nous rend un peu insensibles, effectivement, à l'histoire, parce qu'il s'agit de ça, et nous rend insensibles aussi à la mémoire. Oui. Parce que cette mémoire, effectivement, c'est la larme. Et cette larme, comme on n'arrive pas à la retrouver, les Africains, c'est des gens qui savent, qui pleurent le plus, à cause des souffrances, à cause de l'esclavage, à cause de la colonisation, à cause même des difficultés économiques qu'on pratique tous les jours. Parce que quand vous regardez, parce que puisque la larme, une larme, c'est aussi une plainte. Par exemple, quand le salaire ne vient pas, c'est une plainte, effectivement, parce que le salaire ne vient pas. Et la plainte est portée vers l'État, qui, effectivement, a des problèmes, effectivement, pour résoudre votre salaire. Et donc, cette plainte exige, comme dans toutes les plaintes, quand un avocat, votre avocat dépose une plainte, c'est quand on a besoin de la sortie de la plainte. Donc c'est ça, quand on parle un peu de chemin de la liberté, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la plainte en question, comme l'alarme est une plainte, effectivement que cette plainte, effectivement pour l'Afrique, puisse être résolue, réparée en termes de tort, en termes de réparation, etc. Et donc ça, c'est important. Alors, les élections présidentielles arrivent bientôt. On a bien l'impression qu'il y a beaucoup de clameurs autour. Beaucoup de personnes font des déclarations. Le peuple pleure, ça revient toujours. Y a-t-il fondamentalement des raisons de pleurer ou alors de se réjouir? Si on regarde globalement les avancées, peut-être pas selon les attentes de tout le monde, est-ce que cela renvoie réellement à des pleurs? Lorsqu'on dit le peuple pleure, ça devient un peu comme une déclaration un peu courante. Oui, moi je crois qu'il faut voir un peu des aspects un peu sur la question. D'abord, le problème un peu. Vous savez, les Africains sont des gens très ironiques aussi, parce que le rire c'est très important. On rit de quelque chose. Voilà, quand vous passez dans la rue, quelqu'un qui passe dans la rue et chute de manière instantanée, ça fait rire les gens, parce que vous avez les fesses sur la chaise, etc., ou sur le sol, ça fait rire. Mais en réalité, dans ce rire, il y a aussi des pleurs, parce que vous avez un peu les deux à la fois. Pleurer parce qu'effectivement, la personne qui tombe doit être... elle va se faire mal. Ouais, elle va se faire mal. Donc forcément... Et ce mal, effectivement, représente un peu... susciter un peu les pleurs. Et puis il y a un deuxième aspect aussi sur la question, effectivement, sur le problème un peu de l'insatisfaction. Les gens ont l'impression qu'ils ne sont pas satisfaits, effectivement, même quand on a fait les propositions. Regardez la dernière fois, quand on nous a expliqué qu'on allait augmenter les salaires, on a vu effectivement que c'était des salaires qui étaient augmentés à 5%. Donc beaucoup de gens se sont dit, mais avec ces 5%, là, on ne pourra pas rattraper notre pouvoir d'achat. Regarde l'inflation, etc. Il y a eu cette inflation. Et cette inflation a entraîné aussi ce qu'on appelle c'est-à-dire qu'on peut rire, ce qu'on appelle un peu le rire aux larmes. Quand on rit aux larmes, c'est à peu près ça. C'est-à-dire on dit bon, ça fait rire parce que effectivement ça n'apporte pas les solutions aux problèmes qu'on a. Donc l'insatisfaction c'est ça. C'est-à-dire on rit aux larmes. Et donc je crois que c'est ça un peu l'Afrique. Pour utiliser un peu l'expression, c'est les Africains rient beaucoup aux larmes parce que c'est un peuple rieur. C'est des gens... parce que le rire, c'est pas seulement des problèmes, ça n'a pas un lien individuel, c'est-à-dire que la personne rit tout seule. Non, la personne rit
Parce que effectivement, quand vous dites, quand vous avez ces gens celui qui tombe de manière un peu impromptue, enfin c'est ceux qui ont vu la scène rient. Et en Afrique, on retrouve un peu ça. Ou bien quand vous racontez une histoire, effectivement, qui fait rire, tout le monde se met à la blague et rit. Donc je crois que ça, on rit beaucoup aux larmes chez nous. Et c'est ça un peu l'Afrique aujourd'hui, c'est-à-dire le rire aux larmes quand il y a des nouvelles d'insatisfaction. Alors qu'en réalité, il faudrait mobiliser les gens pour un autre rire. Alors Guillaume Leblanc, c'est un philosophe. C'est un philosophe, on peut bien comprendre de sa prise de position, sinon son intérêt véritablement sur la question des pleurs, oser pleurer. C'est un philosophe, on l'a dit, et donc la question ou les questions de société l'intéressent. Il était à l'université à Paris. Finalement, qu'est-ce que le livre nous apprend, en plus de ce que vous avez dit? S'il fallait, en des brèves lignes, c'est-à-dire de façon résumée, quel est l'apport fondamental du livre dans... Entendu, on a vu effectivement comment, pour montrer que les Américains étaient vraiment heureux, comment ils sont allés se venger sur les autres. Oui. Ceux qui sont... pour réparer les pleurs. Pour réparer les pleurs. Or, c'est ça qu'il faut comprendre aussi quand on étudie un peu les pleurs. Est-ce que ces peuples-là, par exemple, pas ces peuples, les élites qui dirigent un peu ces pays-là, sont des gens qui sont animés par la vengeance? Parce que c'est ce problème qui se pose. Est-ce que nous aussi, nous en Afrique, avons subi ces problèmes de larmes à cause de la colonisation? Est-ce que pour la France, on peut se venger de la France? Parce qu'il faut mettre ça aussi en balance. C'est-à-dire quand on compare un peu les se venger, c'est envisageable ou pas du tout? Ou bien il faut passer visiblement à autre chose? Peut-être que tourner la page en se disant ok, d'accord, cela a été fait, le mal a été fait, peut-être beaucoup plus se pencher vers les réparations. Bien entendu, c'est ce qu'on demande, mais vous savez, les problèmes de réparation sont très difficiles, parce que, par exemple, l'Algérie, qui a beaucoup pleuré depuis 1830 jusqu'à nos jours, a demandé des réparations, mais elles ne sont pas venues, parce qu'il y a une certaine arrogance de ces gens-là qui, effectivement, ont ce qu'on appelle les larmes de crocodile pour nos problèmes. Ouais. C'est-à-dire, ils en rient à la limite, parce qu'ils ne veulent pas reconnaître un peu que ces gens ont souffert de leurs actions. Alors, au lieu de leur donner raison, on leur dit, bon, écoutez, on est une grande puissance, on n'a pas l'habitude de pleurer, c'est pourquoi on parle souvent des larmes de chiens, c'est ça. On ne va jamais couler. Oui, pour eux, les larmes ne doivent pas couler, parce que les larmes, ça veut dire qu'on implore la déploration, la perte, parce qu'on s'est dit, on a été fautif sur certains domaines, mais il n'est pas question de pleurer. Or, il faut pleurer pour ces gens-là, et les pleurs conduisent effectivement à la réparation. Or, malheureusement, les Européens nous refusent un peu. Ils nous disent, bon, comme vous êtes des pleureurs, vous avez la parole pleurante, comme on dit dans le jargon, alors pleurez, mais nous, on n'est pas des peuples qui pleurent. Comme si c'était effectivement comme s'ils avaient toujours le même esprit guerrier. Parce que dans l'époque, quand on regarde un peu l'époque romaine, les Romains ne pleuraient pas. Oui. Alors, donc, comme ils sont l'héritier un peu de la civilisation romaine, alors, on refuse de pleurer. Ils refusent de pleurer, en fait. Ils refusent de pleurer. Et c'est ça le problème. C'est-à-dire le refus de pleurer et le déni un peu de la perte. Et c'est ça qui, à mon avis, est très dangereux. Donc, nous, on a besoin de s'approprier de ces histoires-là, de ce livre, effectivement, pour comprendre pourquoi les autres refusent de nous pleurer et pourquoi nous pleurons le plus. Alors, vous avez parlé vous avez dit que les pleurs peuvent avoir un sexe. Pourquoi en Afrique on estime que les hommes ne pleurent pas? Moi, je crois que c'est pourquoi les hommes ne pleurent pas. Alors, on leur refuse la possibilité de pleurer. Paraît-il quand on pleure, on estime qu'il est faible. Bien entendu, c'est ce qu'on a un peu, comme on dit ça, virilisé un peu les pleurs. C'est-à-dire qu'un homme, c'est quelqu'un qui, effectivement, qui ne doit pas montrer ses faiblesses. Un homme, c'est quelqu'un qui ne doit pas montrer, effectivement, qui peut comment dire ça, s'émouvoir, parce que c'est des problèmes d'émotion aussi. Mais c'est vrai qu'il y a des hommes qui pleurent aussi. Oui. Mais il n'y a rien de plus humain que de pleurer, qu'on soit un homme ou une femme. Soit un homme ou une femme, bien entendu. Mais c'est rentrer un peu masculiniser un peu les larmes.
en disant que un homme, effectivement, ne doit pas pleurer parce que sinon, il serait, on le considérait un peu comme une femme. Et d'ailleurs, il y a une expression qui dit « tu pleures comme une femme ». Voilà, il y a des expressions comme ça qui disent « tu pleures comme une femme ». On l'a entendu souvent. Et donc, on refraine un peu le désir de pleurer, parce qu'effectivement, quand on vous annonce la mort de quelqu'un, la perte de quelqu'un, qu'est-ce que vous faites? Vous pleurez. Or, ça, il est interdit aux femmes. C'est pourquoi on dit que les larmes ont un sexe, c'est-à-dire que c'est la femme, effectivement. C'est aux femmes de pleurer et pas aux hommes. C'est pas aux hommes de pleurer. Et quelle est donc la façon adéquate pour les hommes d'exprimer leurs émotions lorsqu'on se sent dans la douleur, dans la tristesse? Alors, moi, on va dans son coin, vous plairez secrètement? Oui, bon, je crois qu'il y a une manière de pleurer pour les hommes qui souvent un peu dans les... Par exemple, quand vous regardez un peu les films qui ont été joués par les Noirs, la larme, c'est quelque chose de confidentiel en réalité. C'est-à-dire, on la montre pas. C'est-à-dire, vous pouvez vous rendre dans votre chambre et puis faire couler des petites larmes. Mais le problème, c'est pas de montrer ces larmes aux gens qui sont à l'extérieur. Oui. Parce que si vous montrez ses larmes, on dirait voilà, il a pleuré comme une femme. Oui. Et puis il y a aussi une expression, on dit on pleurait comme une madeleine, c'est une fleur. Oui. Et quand la fleur éclot, effectivement les gens pleurent, on dit et ça c'est un signe de faiblesse. C'est-à-dire collectivement, dans l'imaginaire collectif, l'homme ne pleure pas. Parce que l'homme c'est un guerrier, l'homme c'est un chef de famille. Et dans cette tradition des pleurs, que l'homme, effectivement, daigne ne pas croire qu'un homme puisse pleurer. Oui. Et même s'il arrive à l'homme de couler une larme, il ne faut pas pleurer comme une madeleine, parce qu'il faut bien se lever et continuer le combat. Si vous ne le faites pas, eh bien, les autres vont continuer à votre place. Oui, mais le problème, souvent, c'est ce que Tangadji disait, il ne faut pas qu'on pleure à notre place. Ce n'est pas possible. Donc, il faut... parce que c'est les pleurs, effectivement... c'est pas seulement les larmes, c'est ce que ça traîne derrière, c'est-à-dire tout le chemin de la liberté, parce que souvent ce chemin de la liberté, il doit être incarné un peu par les hommes. Oui. Et si les hommes, avant d'aller combattre pour la liberté, s'ils commencent à pleurer, déjà à la maison, combien de fois quand ils seront sur le terrain, là où il faut se battre, et là, effectivement, c'est pourquoi il faut, à mon avis, comme ça se passe dans d'autres civilisations, il faut créer ces lieux de démarcation, effectivement, où on mêle le tourisme et en même temps aussi les pleurs, parce que ça peut aller aussi ensemble. Tout à fait. Voilà, comme ça se passe sur les mines d'alimentation, parce que quand on regarde un peu les images qui nous viennent d'Israël, c'est pas toujours des gens qui vont pleurer, des gens qui vont regarder un peu ces murs-là. On voit souvent des choses qui n'ont rien à voir avec les pleurs. Tout à fait. Rien à voir avec l'émotion. Peut-être une sorte d'émotion humaine qui est de dire une sorte d'exclamation, parce que c'est ça aussi. Ou alors une forme de rage aussi. Parce que la rage, quand vous avez perdu quelqu'un, existe aussi. On ne peut pas exclure la rage pour l'homme qui crie de colère en disant « Mais mon Dieu, on a tué mon grand-père, on a tué mon fils, etc. » Et donc c'est cette colère, effectivement, qu'on voit un peu dans ces nationalismes qui sont nés à partir des pleurs. Oui. Parce que c'est ça, le peuple qui pleure un peu ceux qui sont partis et puis qui se venge sur d'autres peuples, effectivement, ces peuples-là qui est la cause de la perte de ses enfants et de ses fils. C'est important donc de lire ce livre, Oser pleurer. On voit bien que vous avez pris beaucoup de plaisir à le lire. Oui, j'ai aimé. Et les auditeurs aussi, ceux qui auront la chance de tomber sur le livre. Guillaume Leblanc, Oser pleurer. Pour les Africains, c'est nécessaire d'aller quand même puiser à cette source-là. Tout à fait. Pour être mieux édifié. Oui, parce que le pleur, c'est pas seulement l'humiliation, c'est-à-dire quand vous humidifiez vos yeux, quand on voit des c'est bien au-delà. C'est bien au-delà. C'est ça qu'il faut comprendre. Parfois des douleurs, l'expression de la douleur. Tout à fait. Et tout ce qui va avec. Alors, à la fin du mois de mai, nous aurons un autre rendez-vous. Cette fois-là, ce sera pour parler de l'étalon Bitcoin. C'est un livre, aujourd'hui on parle de cette monnaie, je ne sais pas si je vais l'appeler numérique. Oui. Alors, électronique, voilà, c'est la monnaie électronique. Alors, finalement, elle commence à gagner du terrain et peut-être le livre de Seyfedan Amos nous dira un peu plus. Oui, l'Indien. Ouais. Alors, moi, je crois qu'il faut commencer à réfléchir. Et c'est pourquoi on a ce type d'émission. Est-ce que l'Afrique est en mesure, effectivement, de créer une monnaie
Est-ce que l'Afrique peut résoudre ces problèmes à travers le Bitcoin? On l'a vu au Centrafrique. Et la réflexion commence à venir chez nous, mais malheureusement de manière assez lente. Alors qu'en réalité, on aurait dû avoir du côté du gouvernement déjà des pistes. Des pistes, effectivement. Ouais, parce qu'il y a eu des personnes qui ont effectivement lancé des investissements à Bitcoin. Bitcoin, malheureusement, ils ont été interrompus en cours de chemin. On a parlé de certains éléments qui n'étaient pas tout à fait clairs autour de l'exploitation de Bitcoin. Et jusqu'aujourd'hui, on en a plus entendu parler, ou bien c'est beaucoup plus dans les couloirs. Donc, on va se revoir pour parler de ce livre.